Eh bien, merci beaucoup de vous être déplacé en si grand nombre pour venir assister à cette présentation sur un modèle ou les déterminants multiniveaux de la santé mentale au travail. Je m'attendais à ça nous change des séminaires où on a 2, 3 personnes ensemble et on discute. Alors, donc, merci beaucoup de vous être déplacé pour cette présentation. Donc, comme le titre l'indique, je vais discuter avec vous des problèmes entourant la santé mentale au travail. Je vais essayer avec vous d'examiner un modèle qui est un petit peu plus large. Au lieu de se concentrer seulement sur le travail, on va voir en cours de présentation que les problèmes de santé mentale peuvent aussi s'expliquer par plusieurs autres facteurs qui sont à l'extérieur du milieu de travail et aussi des conditions, des caractéristiques personnelles. Donc, je vais orienter ma présentation autour de ça. Mais évidemment, avant de commencer, je vais vous parler un petit peu de c'est quoi la santé mentale au travail. Alors, qu'est-ce que c'est que la santé mentale au travail? Évidemment, lorsqu'on travaille sur ces problèmes-là, la plupart des gens vont s'intéresser principalement à des problèmes qu'on appelle problèmes de détresse psychologique, de dépression et d'épuisement professionnel. La détresse psychologique, c'est caractérisé par un ensemble de symptômes dépressifs, anxiété, irritabilité, mais ce n'est pas spécifique à une maladie particulière. Donc, ce n'est pas spécifique à une pathologie. Bonjour. Ce n'est pas spécifique à une pathologie donnée. Ce qui fait que moi, j'interprète beaucoup, on utilise beaucoup la détresse psychologique, un peu à l'exemple d'un thermomètre. Ça nous permet de prendre un peu la température de l'état de santé mentale de la personne sans nécessairement savoir si la personne est en train de faire une dépression ou un épuisement professionnel. Donc, c'est un peu une mesure générale de l'état de santé mentale de la personne au travail. Lorsqu'on parle de dépression, par contre, là, on rentre vraiment dans un problème beaucoup plus caractérisé qui est reconnu par le DSM-4, entre autres, à partir de troubles cyclotimiques, bipolaires. On peut faire des distinctions entre dépression mineure, dépression majeure. Donc, on est vraiment ici devant un problème de santé clairement catalogué à partir du DSM-4. Lorsqu'on parle d'épuisement professionnel, c'est un petit peu différent là aussi, l'épuisement professionnel, parce que ça aussi, ce n'est pas reconnu comme étant une maladie clairement nominée dans un guide, par exemple, comme le DSM-4. Alors, l'épuisement professionnel, c'est quelque chose qui va se produire, on parle plutôt d'un symptôme, qui va apparaître lentement et on dit insidieusement chez les individus. C'est souvent caractérisé des personnes qui ont un très haut rendement au travail, donc des gens qui s'impliquent très fortement dans leur travail, extrêmement motivés, mais avec le temps, l'implication devient très trop importante, je dirais, et le phénomène d'épuisement commence à apparaître. Donc, on va voir apparaître des symptômes comme des problèmes physiques, des troubles digestifs, des maux de tête, des brûlures d'estomac, etc., des problèmes émotifs, de l'irritabilité, du cynisme, de la perte d'efficacité professionnelle, etc. Et aussi, ça peut aller un petit peu plus loin avec des problèmes de type intellectuel, des pertes de mémoire, des problèmes de concentration, etc. Donc, quand on fait de la recherche sur la santé mentale au travail, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est les problèmes relatifs à la détresse psychologique, la dépression et l'épuisement professionnel. Donc, ce n'est pas les problèmes de santé mentale chroniques sur lesquels on travaille. Donc, la bipolarité, ce n'est pas quelque chose qu'on va étudier. Les troubles caractériels, ce n'est pas quelque chose non plus qu'on va étudier. On va surtout travailler sur des problèmes sur lesquels on peut possiblement faire quelque chose dans le milieu de travail. Et vous allez voir qu'on peut peut-être faire quelque chose aussi sur des problèmes que les gens vivent à l'extérieur du milieu de travail. Donc, avant d'aller un petit peu plus loin sur les différents déterminants de la santé mentale au travail, je vais vous donner quelques statistiques pour nous permettre de quantifier un peu l'état du problème. Alors, ce que je vous rapporte ici, c'est des données qui ont été, qu'on a analysées dans le cadre de mon équipe sur la prévalence de la détresse psychologique dans la main-d'œuvre du Québec. Vous avez ici l'évolution partant de 1987 jusqu'à 2008. Pour les années 87, 92 et 98, on a pu calculer des prévalences à partir de l'enquête sociale et de santé du Québec qui a été abandonnée par la suite. Et pour 2008, on a utilisé l'enquête sur les conditions de travail et de santé et sécurité du travail de 2008. Alors, ce que vous pouvez voir, c'est que si on part de 87, on peut voir qu'en 1992, il y a eu une augmentation quand même assez importante de ces problèmes-là dans la main-d'œuvre. Ça peut s'expliquer principalement par le fait qu'en 92, pour ceux et celles qui étaient encore pas trop, pas trop jeunes à l'époque, on a vécu une crise économique relativement importante, je ne dirais pas relative, mais assez importante au Québec et au Canada. Les conditions d'emploi sont devenues extrêmement difficiles, beaucoup d'insécurité dans les milieux de travail, et donc ce sentiment d'insécurité dans la main-d'œuvre s'est traduit par une augmentation des problèmes de détresse psychologique. Vous pouvez voir qu'à partir de 1998, là, évidemment, les problèmes semblent diminuer parce que les conditions se rétablissent, les perspectives d'emploi sont meilleures et tout ça. Donc, un petit peu moins de détresse rapportée par les gens.
Par contre, on peut voir qu'il y a quand même une progression de cette détresse-là dans la main-d'œuvre entre 87 et 98. On passe de 17 à 19 environ. Et en 2008, ce qu'on peut observer, c'est une petite diminution comparativement à 1998. Donc, il ne semble pas avoir, sur la base de ce graphique-là, il ne semble pas avoir une augmentation extrêmement importante des problèmes de détresse psychologique au travail dans la main-d'œuvre du Québec. Donc, même si vous entendez parler dans les journaux, dans les médias, qu'on a une épidémie de détresse psychologique, que ces problèmes-là sont en croissance dans la main-d'œuvre, les données plus épidémiologiques ne semblent pas soutenir ce phénomène de la croissance. Le problème est important, par contre. Là, on ne parle pas de 5 on parle de 18 des personnes au travail qui sont affligées d'un problème de détresse. C'est très important, mais ça ne semble pas être un problème qui est en progression dans la main-d'œuvre. Un autre résultat de recherche que j'aimerais vous présenter, c'est à partir d'une étude qu'on a faite dans l'équipe de recherche. On a analysé les données de l'enquête nationale sur la santé de la population pour la période 1994 à 2002. Donc, c'est une enquête qui est répétée à tous les 2 ans. Et à partir de cette enquête-là, on est capable de suivre un échantillon d'entre 7 et 8 000 personnes, 7 à 8 000 travailleurs canadiens. On est donc capable de compter le nombre d'épisodes de détresse psychologique que les gens vont rencontrer durant cette période. Alors, c'est quand même assez facile à lire, 1 épisode, 2 épisodes, 3 épisodes, jusqu'à 5 épisodes. Vous pouvez voir que sur ce graphique-là, vivre au moins un épisode de détresse psychologique durant la période, c'est quand même relativement important. 46 des personnes, pendant cette période, vont avoir rapporté au moins un épisode de détresse psychologique. Donc, 18 en prévalence, mais si on suit les gens sur une plus longue période, on peut voir que ce problème-là est quand même assez prévalent dans la main-d'œuvre. Après ça, si on regarde un peu plus du côté de la chronicité ou de la répétition de ce problème de santé mentale ou de détresse psychologique, on peut voir que presque 23-24 des personnes ont rapporté plus d'un épisode au fil du temps. Donc, il y a une certaine forme de chronicité aussi qui existe du problème. Si vous partez en particulier de 3 épisodes et plus au fil du temps, c'est quand même un problème qui est relativement important et qui peut s'attacher pendant une certaine longue période à la personne. Donc, en général, les gens vont réussir à se débarrasser au fil du temps de ce problème de détresse, mais pour une partie non substantielle de la main-d'œuvre, pas non substantielle, mais substantielle, pardon, la main-d'œuvre, ce problème-là va continuer à s'attacher à la personne et perdurer au fil du temps. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas nécessairement condamné à vivre la détresse psychologique, même si 43 des personnes ont rapporté un problème au cours de la période que je viens de vous présenter. Alors, si on regarde un peu la probabilité de vivre un problème de détresse psychologique au fil du temps, donc de vivre un premier épisode de détresse, vous avez ici une période d'observation de 1994 jusqu'à 2000-2001. Qu'est-ce qu'on peut voir sur ce graphique? C'est qu'au fil du temps, donc au fur et à mesure qu'on vieillit, la probabilité de développer un épisode tend à diminuer au fil du temps, ce qui est des bonnes nouvelles pour nous. Hein? Tout ça pourrait effectivement s'expliquer par le fait qu'en vieillissant, les conditions de vie s'améliorent, les conditions plus générales d'existence, on progresse dans nos carrières, hein? On commence à avoir des blondes, des chums, des enfants, etc. Tout ça, ce qui fait que la vie devient plus riche, les conditions de stress diminuent et donc les probabilités de développer des problèmes de détresse psychologique tendent à diminuer avec le temps. Un autre résultat intéressant que je voudrais vous montrer avant de passer plus particulièrement sur la question des déterminants, c'est les différences hommes-femmes en matière de détresse. Hein, vous en entendez souvent dans la littérature, on lit, vous l'entendez dans les journaux aussi, les femmes rapportent plus de détresse et tout ça, et c'est effectivement le cas. Quand on reprend la situation québécoise à partir des mêmes enquêtes, l'enquête sociale de santé du Québec et l'enquête sur les conditions de travail et de santé-sécurité, vous pouvez voir, c'est assez clair, qu'il y a des différences assez importantes en termes de symptômes rapportés par les hommes et les femmes. C'est clair, les femmes rapportent davantage de symptômes de détresse que les hommes au fil du temps. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que les hommes, en général, vont avoir tendance à rapporter davantage de comportements, par exemple des problèmes d'abus d'alcool, une plus grande consommation de cigarettes, davantage de problèmes d'agressivité, de violence, etc. Donc, les femmes, c'est plus facile pour elles, semble-t-il, de parler de leurs symptômes. Les hommes en rapportent moins, mais par contre, vont développer des comportements un peu plus problématiques. Ce qui est intéressant aussi sur ce graphique-là, sur cette figure-là, c'est que vous pouvez voir au fil du temps un rétrécissement des écarts entre les hommes et les femmes. Par exemple, vous étiez à 13 des hommes en 1987, on passe à 15 en 2008. Vous allez me dire, ce n'est pas une grosse augmentation. Ça a augmenté quand même, alors que les femmes
ont eu tendance à diminuer légèrement au fil du temps. Et vous pouvez voir que les bâtons se rétrécissent au fil du temps, donc les écarts hommes-femmes tendent à diminuer au fil du temps. Les raisons pour lesquelles, par contre, ces écarts diminuent, c'est un beau sujet de recherche. Alors, si vous avez vous posé des questions, des gens ont envie de travailler sur ces problématiques de réduction des écarts hommes-femmes, est-ce que c'est parce que les hommes en parlent davantage maintenant, sont plus à l'aise avec cette problématique-là? C'est une hypothèse possible. Il y a peut-être d'autres hypothèses aussi qu'on peut explorer. Par contre, si les hommes en parlent plus, on va être capable de travailler un petit peu plus auprès des cohortes masculines pour être en mesure d'intervenir, en particulier chez des groupes d'hommes. Maintenant, alors, pourquoi, c'est le titre de ma présentation, pourquoi s'intéresser à une perspective multiniveau des déterminants de la santé mentale au travail? Si je vous dis santé mentale au travail, on va dire tout de suite, on va regarder qu'est-ce qui ne va pas dans le travail. Ce qu'on sait au fil du temps, au fil de la recherche et des recherches qu'on a conduites dans le cadre de mon équipe de travail, il existe plusieurs modèles pour étudier le stress en milieu de travail. Je ne vous ferai pas le tour de l'ensemble de ces modèles-là. On n'est pas ici pour faire un cours sur la santé-sécurité au travail. Donc, il y a plusieurs modèles qui existent. Le modèle demande contrôle, soutien, le déséquilibre entre les efforts que vous mettez dans votre travail et les récompenses que vous en obtenez, le modèle des demandes ressources. Ce sont tous des modèles extrêmement intéressants. Par contre, ce sont des modèles qui surdéterminent le travail au détriment des autres facteurs qui pourraient expliquer pourquoi les gens développent des problèmes de santé mentale. Quand on fait de la santé-sécurité puis qu'on s'intéresse aux accidents du travail, c'est clair. On s'est coupé un doigt sur une machine, on s'est fait arracher un pied par quelque chose qui est tombé par terre, etc. La cause est assez claire. Oui, c'est arrivé dans le milieu de travail. Quand on parle de santé mentale, c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus diffus. Les causes sont multifactorielles et donc on a besoin d'une approche davantage intégrative pour mieux comprendre ce qui fait particulièrement problème avec le travail. Alors, c'est ce qui nous a amené à développer notre fameux modèle des déterminants multiniveaux de la santé mentale au travail. Alors, vous pouvez voir qu'à partir de ce modèle, la santé mentale au travail, ce n'est pas seulement la résultante de problèmes que les gens peuvent vivre en milieu de travail. Comme individu, comme personne, comme être social, on est en relation avec une foule de structures au quotidien. Nos conjoints, nos conjointes, nos enfants, nos réseaux sociaux, nos amis, la communauté dans laquelle on vit, etc., qui sont un ensemble de facteurs qui peuvent plus ou moins générer chez la personne, une expérience de stress. C'est la même chose pour ce qu'on appelle la société nationale. Les politiques publiques, les situations économiques, les cultures développées par les sociétés, les positions des individus dans les structures professionnelles, les positions des individus dans les structures économiques. Donc, il y a des dimensions qui sont plus macro-sociales, qui peuvent aussi expliquer pourquoi les gens vont développer des problèmes. Et évidemment, on a un ensemble de caractéristiques qui portent plus sur l'individu lui-même. À l'époque, on a appelé personnalité de l'agent, mais ça crée tout un débat avec les psychologues parce qu'on a le mot personnalité. C'est une représentation sociologique, la personnalité de l'agent. En termes de démographie de la personne, c'est très psychologique, ainsi que ses habitudes de vie. Alors donc, on est confronté comme personne, on est en relation avec l'ensemble de ces facteurs-là au quotidien qui vont générer un ensemble de contraintes et de ressources. On a mis délibérément contraintes et ressources ensemble avec un trait d'union pour ne pas dire qu'il y a seulement des contraintes et il y a seulement des ressources. Parce qu'une contrainte pourrait être vécue par un individu comme étant une ressource et une ressource pourrait être vue, par exemple, pour un certain individu comme étant une contrainte. Par exemple, on sait qu'en matière de travail, la latitude au travail chez certaines personnes, c'est très, très bon pour leur santé mentale. Pour d'autres, c'est une source de stress extrêmement importante. Alors que la littérature nous dit que c'est une ressource importante, pour certains, c'est vécu comme étant une contrainte. Donc, ça complexifie effectivement un petit peu plus l'analyse. Donc, ces contraintes et ces ressources vont générer un certain état de stress chez la personne. Le corps va réagir, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Les taux de cortisol vont augmenter, par exemple. Nos taux d'alpha-amylase aussi vont également augmenter. Donc, toutes sortes de réactions qui vont se produire. On incorpore les stresseurs auxquels on est soumis et, dépendamment de cette incorporation qu'on va ressentir comme personne, on va être amené à développer des problèmes de santé mentale. Alors, on peut voir que la santé mentale au travail elle-même, à partir de ce modèle, c'est beaucoup plus complexe,
beaucoup plus important qu'une seule question de travail. Si on veut bien comprendre ce qui se passe en milieu de travail, on n'aura pas le choix. Il faudra élargir nos perspectives et tenter d'intégrer d'autres facteurs qui sont importants également dans le développement de ces problèmes de santé mentale au travail. Alors, je vais reviser avec vous un peu l'état des connaissances qu'on a acquises à partir des travaux qu'on a faits et ceux de la littérature, connaissances des dernières années en matière de travail, de famille, de réseau social et de caractéristiques personnelles. Alors, si on commence par le travail, 3 grands points qu'on peut examiner. Évidemment, les secteurs économiques. On va examiner également la profession et les conditions de travail. En matière de secteur économique, on a fait une grande analyse à partir des données de l'enquête sociale et de santé canadienne. Enquête de santé dans les collectivités canadiennes, le cycle 2.1, qui a été réalisé en 2005. On avait accès à un échantillon de 77 377 personnes. C'est quand même assez imposant comme base de données. Et donc, suite à une analyse des différents secteurs économiques, on a pu en faire ressortir quelques-uns comme étant plus à risque pour les problèmes de santé mentale au travail. Grossistes, distributeurs de produits alimentaires, boissons et de tabac, fabrication de matériel d'appareils de composantes électriques, transport par camion, fabrication de matériel de transport, activités diverses de fabrication, fabrication de produits métalliques, première transformation des métaux, grossistes, distributeurs des métaux et fournitures de construction, fabrication de produits chimiques. Quand j'ai présenté pour les premières fois ces résultats-là dans des congrès, les gens posaient un paquet de questions. Comment ça que le secteur de la santé n'est pas là? Comment ça que le secteur de l'éducation n'est pas là non plus? Historiquement, les premières recherches qu'on a faites dans ce milieu de la santé mentale au Québec tendaient à mettre en évidence des secteurs bien particuliers, santé, éducation, affaires sociales, tout le secteur policier, par exemple, etc., comme étant davantage à risque pour les problèmes de santé mentale. Par contre, c'est des études qui avaient été faites dans les années 70, début 80. Ce que ça semble montrer, ça, lorsqu'on analyse des données récentes, les risques semblent s'être déplacés au fil du temps. Si vous regardez les secteurs qui sont là, c'est principalement des secteurs dans lesquels opèrent des cols bleus, des gens qui sont moins qualifiés. C'est extrêmement intéressant pour nous. Ce qu'on peut voir, c'est un déplacement des risques au niveau sectoriel à travers le temps. Donc, ce n'est plus l'apanage des gens qui sont dans le secteur de la santé ou des services sociaux. Il y a des catégories maintenant davantage marquées par des emplois de col bleu, c'est ce que je vais vous montrer, qui semblent être davantage à risque pour les problèmes de santé mentale. Si on regarde maintenant les professions, toujours à partir de la même enquête, cette analyse-là tend à se confirmer. Conducteur de machines dans la convection d'articles en tissu, en fourrure et en cuir, personnel assimilé. Manœuvre aux travaux publics et personnel assimilé. Autres personnel de montage. Mécanicien de véhicules automobiles. Débardeurs, débardeuses. On en conviendra, des débardeuses, il n'y en a pas beaucoup dans le port de Montréal, là. Mais c'est la catégorisation utilisée par Statistique Canada. Et manutentionnaires. Serveurs au comptoir, nettoyeurs, caissiers, personnel de soutien des services de santé, chefs et cuisiniers. Ce que vous pouvez voir à partir de la liste de professions qui est là, ce sont davantage des professions de type, entre guillemets, col bleu, et des professions pour lesquelles la qualification n'est pas nécessairement très élevée. Donc, encore une fois, ça semble se confirmer, ce déplacement des risques vers des populations en emploi qui sont un peu moins qualifiées comparativement à ce qu'on avait trouvé par le passé. Résultat fort intéressant pour nous. Vous pouvez voir, par exemple, nos infirmières ne sont pas là. Hein? Les policiers ne sont pas là non plus. Les professeurs de primaire, de secondaire ne sont pas là. Hein? Ça ne veut pas dire que les gens ne vivent pas de risques. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas des problèmes de détresse dans ces cas-là en particulier. Par contre, ces professions-là qu'on a identifiées historiquement n'ont plus maintenant l'apanage ou les premières positions en matière de problèmes de santé mentale au travail. Alors, si on regarde, par contre, si on tente de quantifier c'est quoi l'effet particulier, la contribution particulière du secteur économique et de la profession pour expliquer les problèmes de détresse psychologique? Bien, au total, ça représente entre 1 à 3 de l'ensemble des problèmes de détresse au Québec et au Canada. Donc, c'est pas une... il y a des variations, on observe des variations, des différences entre des secteurs, des professions, mais ce n'est pas là que se situe le gros de l'explication. Le gros de l'explication se situe beaucoup plus sur les conditions de travail. Un exemple que j'aime bien donner, prenez par exemple 2 soudeurs. C'est le même métier. Hein? Vous avez le premier soudeur qui travaille chez Rio Tinto
avec un mois de vacances par année, gagne 75 à 80 000 comparativement à l'autre soudeur qui est dans une plus petite entreprise, avec pas de sécurité d'emploi, salaire de 40-45 000 par année, on n'est pas devant les mêmes conditions de travail. Donc, ce qui fait une importance particulière pour les problèmes de santé mentale, ce n'est pas le titre comme tel de votre profession, mais c'est de la manière dont les conditions de travail sont structurées. Alors donc, parlant de conditions de travail, on peut examiner 4 grandes conditions qui caractérisent l'organisation du travail d'une personne. La conception de ses tâches, ses demandes, ses relations sociales et ses gratifications, bref, les récompenses que la personne reçoit de son travail. Donc, en matière de conception des tâches, essentiellement, on va s'intéresser à examiner dans quelle mesure que l'utilisation des compétences au travail, dans quelle mesure on sollicite vos capacités, vos compétences. On vous permet d'apprendre de nouvelles choses. Votre travail n'est pas très routinier, donc il y a de la variété dans les tâches que vous accomplissez. Ce que la littérature tend à démontrer, c'est que c'est un facteur relativement sain pour la santé mentale. Plus vous pouvez utiliser vos compétences, moins vont être importants vos problèmes de santé mentale. Alors, pour vous aider à interpréter les petits tableaux qui s'en viennent, quand c'est un moins, ça veut dire moins de santé mentale, meilleure santé mentale, plus davantage de problèmes de santé mentale. Par contre, il y a certaines études qui vont démontrer une relation en J, c'est-à-dire qu'il y aurait une certaine limite dans l'utilisation des compétences d'une personne. On a un très bel auteur qui s'appelle Anthony Giddens qui nous a démontré que c'est très important aussi la routinisation dans la vie de la personne. C'est bien d'apprendre des nouvelles choses. C'est bien d'avoir un travail diversifié. C'est bien d'avoir un travail qui change régulièrement. Mais il y a quand même une limite. On ne peut pas être toujours dans des situations où on est continuellement en train d'apprendre des choses pour l'ensemble de la main-d'œuvre en général. Donc, il y a des situations qui deviennent beaucoup plus problématiques pour certaines personnes. Et après un certain moment, les gens n'arrivent pas à établir une certaine routine par rapport à leur travail. Et là, plus on va leur demander en termes de compétences, plus les risques de développer des problèmes de santé mentale au travail vont devenir importants. C'est la même chose pour l'autorité décisionnelle. La littérature va montrer que si vous avez un certain contrôle sur le travail, vous êtes en mesure de prendre des décisions, vous êtes en mesure de contrôler certains aspects du travail. Quand on parle d'autorité, on ne parle pas de position hiérarchique dans l'organisation, on parle plutôt de votre capacité à maîtriser les différents éléments qui caractérisent votre travail au quotidien. La littérature va avoir tendance à démontrer qu'au quotidien, généralement, l'autorité décisionnelle va être un facteur bénéfique pour la santé mentale au travail. Donc, si vous avez du contrôle, vous maîtrisez votre environnement, c'est moins stressant et donc ça va avoir tendance à s'associer à moins de problèmes de santé mentale. Par contre, des études que nous, on a menées à partir des données de Statistique Canada ont démontré que dans certains cas, ce n'est pas toujours vrai, l'autorité décisionnelle. Dans certains cas, ça peut devenir un stresseur extrêmement important et produire des problèmes de santé mentale chez la personne. En gros, on vous donne beaucoup de contrôle, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez, mais vous n'avez jamais de soutien lorsque vous avez des décisions à prendre. Vous ne savez pas qui consulter lorsqu'un problème survient et votre patron vous dit « Je te donne du contrôle, de l'autonomie, mais trompe-toi pas. Si tu te trompes, la porte est là. » Hein? Ça peut devenir extrêmement stressant pour la personne et donc amener le développement de problèmes de santé mentale au travail. Ah, voilà. Pardon. Autre grande dimension des conditions de travail, c'est toute la question des demandes au travail, donc des exigences qu'on vous demande dans l'exécution de vos tâches. Évidemment, il y a toute la question de l'exposition à des risques physiques en milieu de travail. Exposer à des contaminants, avoir à soulever des objets lourds, travailler dans des conditions climatiques extrêmement pénibles, etc. Ce n'est pas très bon, ça non plus, pour la santé mentale. Les demandes psychologiques, qui est probablement un des facteurs les plus importants lorsqu'on parle de santé mentale au travail. Demande psychologique, c'est tout ce qui concerne votre charge de travail, donc la quantité de travail que vous avez à réaliser, le rythme du travail, le temps qu'on vous donne pour exécuter vos tâches et les demandes conflictuelles qui peuvent survenir. Votre patron vous demande une chose le matin et l'après-midi vous demande son contraire. C'est un peu difficile à gérer au quotidien. Alors, ce que la recherche va tendre à démontrer clairement, c'est une relation positive avec la santé mentale, donc davantage de problèmes de santé mentale pour les gens qui vivent un niveau élevé de détresse. Dans certains cas, nous, on a démontré à partir des données, d'analyses de données québécoises qu'on pouvait peut-être observer une relation en J.
C'est-à-dire qu'il y a un certain niveau de demande qui n'est pas nécessairement problématique pour la personne. Ça s'explique très bien. Quand on travaille, on aime ça quand même avoir un peu de motivation au travail. Il faut que le travail soit un peu intéressant, qu'on ait quelque chose à faire. Par contre, passé un certain niveau de demande, la charge devient trop importante et qu'est-ce qu'on va voir apparaître? C'est des problèmes de santé mentale ultérieurement. Les problèmes de type émotionnel, les demandes émotionnelles. Pensez aux gens qui travaillent dans le secteur de la santé, les infirmières, les médecins, les policiers, les gens qui sont dans le milieu de l'éducation, qui sont confrontés à la mortalité, la maladie, les blessures, la souffrance d'autrui, etc., etc. Alors, c'est extrêmement difficile comme expérience au quotidien. Et ce que ça semble démontrer, c'est que plus on est exposé à des demandes émotionnelles, plus on va avoir tendance à développer avec le temps des problèmes de santé mentale. Même chose pour ce qu'on appelle, nous, les demandes contractuelles. Les heures travaillées, par exemple. On aime bien, au moins travailler à plein temps, mais il y a une certaine limite aussi. Travailler 60, 70, 80 heures par semaine, ce n'est pas nécessairement un bon rythme à maintenir pendant une longue période pour la santé mentale, et en particulier le fait d'avoir à travailler sur des horaires réguliers. Une semaine, vous êtes de jour, le lendemain, vous êtes de soir. Pendant une semaine, vous ne travaillez pas, ou vous êtes sur appel, vous ne savez jamais si vous allez travailler une journée ou l'autre, vous êtes toujours pendu à votre téléphone, vous attendez l'appel vient, l'appel ne vient pas, ça crée une source de stress extrêmement importante. Autre dimension importante aussi des conditions de travail, c'est ce qu'on appelle les relations sociales. C'est tout ce qui concerne la question du soutien que la personne peut obtenir dans le cadre de son travail, soutien de ses collègues, soutien de son superviseur. Évidemment, si vous pouvez bénéficier de ce soutien-là, ça va être un facteur extrêmement sain pour votre santé mentale. Par contre, si vous êtes confronté à de la supervision abusive, un superviseur qui est extrêmement contrôlant, extrêmement autoritaire, qui ne vous permet pas de prendre des décisions, etc., ça peut être très négatif pour votre santé mentale. Évidemment, si vous êtes victime de harcèlement ou de violence en milieu de travail, ça aussi, ça ne sera pas nécessairement des éléments très positifs pour votre santé mentale. Autre élément des conditions de travail aussi qu'il faut regarder, c'est toute la question des gratifications au travail. Donc, les récompenses que vous avez lorsque vous exécutez votre travail. Quand on parle de récompenses, on ne parle pas seulement de salaire. Oui, c'est sûr que le salaire, c'est important, mais ce n'est pas seulement une question de salaire. C'est aussi une question de sécurité d'emploi, de reconnaissance, de perspective de promotion, de motivation au travail, etc. Donc, quand vous pouvez bénéficier de reconnaissance, vous avez des perspectives de promotion et que votre salaire est adéquat compte tenu, évidemment, des tâches que vous réalisez. Tout ça, c'est des facteurs qui sont positifs pour la santé mentale, qui aident à réduire les problèmes de santé mentale. Par contre, si vous êtes confronté à des perspectives d'insécurité d'emploi, vous ne savez jamais si vous allez perdre votre emploi, vous êtes sur une base contractuelle, 1 mois, 2 mois, etc. Donc, beaucoup d'insécurité. Ça va devenir un élément plus difficile pour votre santé mentale. Maintenant, le travail, c'est important. Je pense que j'en ai fait la démonstration. Il y a plusieurs éléments qui sont importants pour expliquer l'apparition ou la prévention de ces problèmes-là chez les employés. Maintenant, il y a aussi plusieurs facteurs à l'extérieur du milieu de travail qui vont également produire des problèmes de santé mentale, des problèmes de détresse. Ces facteurs-là sont relatifs à la situation familiale de la personne, son réseau social hors travail, sa position dans la communauté locale, dans quel type de communauté vous vivez, et évidemment certaines caractéristiques personnelles. Alors, si on regarde plus particulièrement en matière de situation familiale, bonne nouvelle, encore pour ceux qui sont en couple, bonne nouvelle, lorsque vous êtes en couple, généralement, ce qu'on observe, c'est beaucoup moins de problèmes de détresse psychologique. Donc, le fait de vivre avec quelqu'un peut être quelque chose d'extrêmement positif. Même chose pour le statut parental. Avoir des enfants, en particulier de très jeunes enfants, la tranche des 0-5 ans, c'est une expérience positive chez les personnes et donc ça s'associe avec moins de problèmes de santé mentale. Le statut économique, bien évidemment. Plus vous en avez, évidemment, plus vous êtes à l'aise, plus vous êtes en mesure de réduire vos sources de stress. Par contre, je vais tempérer un petit peu, c'est bien d'être en couple, c'est bien d'avoir des enfants. Par contre, quand les problèmes commencent, les tensions parentales, par exemple, vous commencez à avoir des problèmes avec vos enfants, toutes sortes de problèmes, des problèmes de drogue, des problèmes d'adaptation, des problèmes scolaires, etc. Donc, il y a un stress qui est généré par votre situation parentale. Ça va générer une augmentation des problèmes de détresse psychologique. C'est la même chose avec votre conjoint et votre conjointe. C'est le fun d'être en couple, pas de problème, très riche, tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas trop de problèmes. Quand vous commencez à avoir des problèmes importants dans votre situation de couple,
Évidemment, ça va s'associer avec un accroissement des problèmes de détresse psychologique. Et un autre élément très, très important, c'est toute la question des conflits travail-famille. Dans quelle mesure que votre travail déborde sur vos capacités à vivre votre situation familiale. Le travail est toujours présent, vous n'êtes pas présent à la maison, votre conjointe est continuellement en train de vous dire « tu travailles trop, tu n'es jamais là, tu penses tout le temps au travail, c'est fatigant, j'ai pas de temps, c'est toujours moi qui vais chercher le petit à la garderie, c'est pas normal. » Donc, plusieurs conflits de type travail-famille. Ça, évidemment, ça va accroître l'expérience de problèmes de santé mentale. Le conflit peut être aussi vécu d'un autre sens. Ça peut être parce que vous avez à vous occuper d'un parent âgé qui est en perte d'autonomie. C'est pas nécessairement une situation très agréable. Ça peut être parce que vos enfants ont de la difficulté, sont hospitalisés, tout ça. Donc, là, c'est le contraire. Là, c'est votre situation familiale, ce que vous vivez comme problème à la maison, qui limite votre participation dans le milieu de travail. Vous pouvez travailler moins d'heures, vous êtes obligé peut-être de commencer à travailler à temps partiel, etc., etc. Pas quelque chose de très, très, très intéressant pour l'expérience de problèmes de détresse psychologique. En matière de réseau social, donc tout ce qui se passe avec les amis à l'extérieur du milieu de travail, évidemment, si vous pouvez bénéficier de soutien instrumental, émotionnel, vous avez de l'aide quand vous rencontrez des problèmes, ça, c'est une source assez importante de soutien. C'est une source importante de soutien qui s'associe à moins de problèmes de santé mentale. La taille de votre réseau aussi. Certains vont dire que c'est important d'avoir juste un ami. Bien, il y a plusieurs. Oui, c'est vrai que c'est important d'en avoir juste un, mais la taille du réseau semble aussi être un facteur qui est important en matière d'intégration de la personne. Et plus votre réseau est important, plus vous avez de chances aussi, possiblement, de trouver du soutien. Et donc, ça, c'est quelque chose qui va favoriser la santé mentale, de même que votre intégration à l'intérieur du réseau. C'est bien beau d'avoir plusieurs amis, mais si vous êtes toujours en chicane avec eux, ça ne sera pas nécessairement positif pour vous. Si on regarde maintenant la position des personnes dans leur communauté locale, on a fait des études à partir de l'enquête nationale sur la santé de la population et on s'est aperçu qu'il y avait des variations quand même extrêmement importantes de l'expérience de détresse psychologique d'une communauté locale à l'autre à travers le Canada. Alors donc, on a pu estimer, nous, que 9 de l'apparition des nouveaux cas de détresse psychologique. Donc, on prend les personnes, ils n'ont pas de détresse, on les suit à travers le temps, puis on regarde dans quelle mesure que la communauté peut agir comme étant un déclencheur de problèmes chez les personnes. Bien, on s'aperçoit que la communauté pourrait être responsable de 9 des problèmes. Pour ce qui est des nouveaux cas de détresse, et 5 à 6 des épisodes répétés de détresse psychologique. Jusqu'à maintenant, on n'est pas capable de dire, à partir des travaux qu'on a faits, c'est quoi les raisons qui sont derrière la communauté locale. On a été capable d'estimer des variations d'une communauté à l'autre, mais est-ce que c'est parce que c'est une question de statut économique de la communauté? Est-ce que c'est une question de ressources à l'intérieur de la communauté? Est-ce que c'est, par exemple, la disponibilité des services de garde? Ça, c'est un sujet qui pourrait être creusé davantage et qui permettrait d'apporter des réponses supplémentaires à cette observation qu'on a faite de variations importantes, relativement importantes, de la détresse entre les communautés. Maintenant, si on regarde les questions plus démographiques, les questions de caractéristiques individuelles, je vous l'ai dit tantôt, les hommes et les femmes se distinguent en matière de détresse psychologique, c'est assez clair. Vous avez vu les bâtons, là, il y a des différences importantes en matière d'hommes-femmes. Il y a une différence importante aussi en matière d'âge. Plus on avance en âge, plus nos problèmes de détresse psychologique vont avoir tendance à diminuer au fil du temps. Hein? Comme je vous l'expliquais tantôt, avec l'âge, en vieillissant, généralement, en moyenne, nos conditions de vie s'améliorent. Notre revenu progresse, nos positions sociales, etc. Donc, ça s'associe à une réduction des problèmes de détresse. Même chose pour les niveaux d'éducation. Plus l'éducation est élevée, moins de détresse. Votre état de santé, bien évidemment, si vous n'allez pas bien, hein, vous avez toutes sortes de problèmes de santé chronique, de problèmes de santé physique. C'est quelque chose que vous devez supporter au quotidien. Ce n'est pas très bon pour vos problèmes de santé mentale. Puis évidemment, si vous avez déjà fait l'expérience de problèmes de santé mentale, vous êtes plus à risque pour en développer par la suite au fil du temps. Donc, il y a une susceptibilité qui s'installe lorsque vous avez déjà vécu un problème de santé mentale. Il y a les questions aussi de traits de personnalité. Ça, les psychologues aiment beaucoup travailler sur ces questions de traits de personnalité. Donc, les personnalités de type A. Je n'ai pas besoin de vous faire une grande démonstration. Les gens qui se fixent des objectifs inatteignables, des objectifs irréalisables, extrêmement motivés par leur travail, ils s'impliquent au fond de la caisse.
Par contre, ça, ce n'est pas nécessairement un type de personnalité qui est bénéfique pour la santé mentale. Je ne vous ferai pas la liste là, de l'ensemble des traits qui sont là, il y en a beaucoup, mais il y a des éléments qui sont des facteurs de protection, comme par exemple d'avoir une bonne estime de soi, d'avoir un centre interne de contrôle. Donc, comme individu, vous sentez que vous êtes en mesure de maîtriser votre environnement. Vous rencontrez des problèmes, vous êtes capable de trouver à l'intérieur de vous des solutions pour trouver des réponses à ces problèmes que vous rencontrez. Ça, c'est bon pour la santé mentale. Même chose pour le sentiment de cohésion et l'efficacité personnelle. Il y a différentes stratégies d'ajustement aussi, si on continue dans ce domaine de la psychologie, qui ne sont pas nécessairement une bonne chose chez la personne en matière de santé mentale. Par exemple, les stratégies d'évitement de problèmes. Il y a un problème, mais je vais le cacher, je ne veux pas le voir, je ne veux pas en parler. Hein. Souvent, nos conjoints ou nos conjointes vont nous répéter ça à la maison. Hein, hein. On a un problème, mais tu ne veux jamais en parler. Tu l'évites. Bon, c'est la même chose en matière, ça peut être la même chose en matière de travail. Toutes les perspectives de confrontation, les personnes qui sont toujours en confrontation avec les autres, ce n'est pas très bon. Ou encore dire, c'est toujours de ma faute, c'est toujours moi le problème. C'est moi qui est le responsable de tout ce qui arrive, tout ce qui tombe sur la terre de problème, c'est à cause de moi, donc portez le blanc. Il y a des éléments qui vont porter davantage sur les habitudes de vie, comme par exemple la consommation d'alcool. Là, c'est un petit peu plus compliqué lorsqu'on parle de consommation d'alcool parce que la relation, c'est une relation en U. Hein? Relation en U, ça veut dire qu'il semble avoir un certain niveau de consommation d'alcool. Vous connaissez pour la plupart ici, les gens qui sont ici, les normes de consommation à faible risque. Hein? Les hommes ont augmenté récemment. On est rendu à 3 verres par jour, les chanceux. Avant, nous étions à 2, maintenant, on a augmenté à 3. Chez les femmes, on parle plutôt de 2 verres par jour, avec pas plus que 15 verres, si je me souviens bien, par semaine pour les hommes et 10 pour les femmes. Alors, donc, on peut prendre un petit peu d'alcool, il n'y a pas trop de problème, ça peut même être bon pour la santé. Par contre, il y a des situations où les gens n'en prennent pas du tout et ne peuvent pas profiter des propriétés bénéfiques d'une consommation modérée d'alcool. Parce qu'une consommation modérée d'alcool, ça a été démontré assez largement, s'associe avec toutes sortes d'effets bénéfiques, réduction du stress, sociabilité, etc., etc. Donc, il y a des effets positifs attachés à une consommation modérée d'alcool. Si vous ne buvez pas du tout, ça se peut que vous ne bénéficiez pas de ces éléments positifs. Par contre, c'est clair, lorsque votre consommation d'alcool augmente au-delà des normes, vous avez des consommations d'alcool trop élevées, ça va s'associer avec davantage de problèmes de santé mentale. Consommation de tabac aussi, ce n'est pas une très bonne chose. Vous avez tendance à fumer, à vous intoxiquer. Est-ce que c'est par la suite, ça vous provoque toutes sortes de problèmes de santé physique et tout ça? C'est quelque chose qui reste à élucider, mais ce qu'on observe, c'est davantage de problèmes de santé mentale chez les gens qui ont une consommation de cigarettes. Par contre, bonne nouvelle, continuez tous à faire de l'activité physique, ski, marche, etc. Tout ça, ça semble être assez bénéfique pour les problèmes de santé mentale. Dernier élément que j'aimerais présenter avec vous, c'est la question des événements stressants. Évidemment, si vous êtes confronté à la mortalité d'un proche, un décès, un accident subi, etc., etc., c'est une source de stress extrêmement importante, donc davantage de problèmes de santé mentale. Nous, on a réussi à mettre en évidence aussi que les problèmes que vous avez vécus dans l'enfance, avant l'âge de 18 ans, des problèmes comme des abus dans l'enfance, des parents qui avaient des problèmes de toxicomanie, d'abus d'alcool, de médicaments, de drogue, etc. Donc, tous les stresseurs que vous avez accumulés dans votre vie d'enfance, des situations difficiles, ça peut être des hospitalisations, ça peut être des maladies, etc., etc. Donc, vous traînez ce passé-là avec vous et, évidemment, ça vous met plus à risque pour développer des problèmes de santé mentale au travail. Alors, ce qui fait que vous pouvez voir, à partir de ce que je viens de vous raconter, ce n'est pas seulement une question de travail. Il y a plusieurs autres facteurs qui sont en lien avec cette problématique de la santé mentale au travail et c'est extrêmement important d'en tenir compte. Ça peut être les caractéristiques individuelles, ça peut être la famille, ça peut être votre réseau social, ça peut être la communauté, ça peut être aussi évidemment le travail. Mais à partir de ce que je viens de vous démontrer, c'est assez important qu'on commence à adopter des perspectives plus larges pour essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas bien chez les personnes et quelles sont les raisons plus subtiles qui expliquent pourquoi les gens développent des problèmes. Ce qui fait qu'actuellement, on mène une grande enquête, mon équipe de recherche, qui s'appelle l'équipe de recherche sur le travail et la santé mentale au travail. J'ai plusieurs ici étudiants, des co-chercheurs qui sont présents, dont Pierre Durand qui est en arrière. Bonjour Pierre, ça va bien? Super. Alors donc, on est en train de mener une grande enquête. On a terminé la collecte de données auprès de 63 établissements industriels. On a 2000 travailleurs et une portion de ces employés-là qui ont participé à notre enquête ont accepté de nous donner des mesures physiologiques.
Donc, on a pris des échantillons de salive chez les personnes et on est capable de mesurer, entre autres, une hormone qu'on appelle le cortisol, qui est supposée les hormones réactives au stress, et une enzyme qui est une indication de votre sécrétion d'adrénaline, une enzyme qu'on appelle l'alpha-amylase. Alors, le modèle qui nous intéresse, c'est d'essayer de voir dans quelle mesure que nos situations de vie, ici, nos milieux de vie, le travail, la famille, le réseau social, la communauté, va produire l'expérience du stress. Alors, ce qui est intéressant dans cette recherche-là, le stress, ce n'est plus une boîte noire. Nous, on va mesurer dans quelle mesure que les stresseurs s'incorporent à la personne. Oui, merci beaucoup. S'incorporent à la personne et il va produire des manifestations en termes d'augmentation ou de diminution de concentration de cortisol ou d'augmentation ou de diminution de concentration d'alpha-amylase. Donc, on est capable d'aller avec cette recherche-là au cœur de la personne pour essayer d'élucider c'est quoi les phénomènes plus biologiques que la personne peut ressentir lorsqu'elle est exposée à des stress en milieu de travail. Et évidemment, on va s'intéresser à toutes sortes de mesures comme les taux d'invalidité pour problèmes de santé mentale, la détresse psychologique, la dépression, l'épuisement, l'abus d'alcool. Ce qui est intéressant dans ce modèle-là, on va un petit peu plus loin, on va essayer d'examiner dans quelle mesure il y a des facteurs qui sont des modérateurs des différentes relations qui sont posées par le modèle. Donc, dans quelle mesure que ce modèle-là change si on est un homme ou si on est une femme, en fonction des cycles de vie, donc les progressions d'âge au fil du temps, les traits psychologiques, les événements stressants. Et bien sûr, comme on travaille avec des entreprises, on va s'intéresser ou contrôler pour des questions de contexte d'entreprise, comme la syndicalisation, la taille de l'entreprise, secteur économique, son instabilité de marché. Alors, en conclusion, je vais prendre 2 petites minutes pour conclure. J'espère que j'ai fait la démonstration que le modèle multiniveau que je vous ai présenté aujourd'hui apporte une contribution importante pour comprendre les problèmes de détresse psychologique au travail. Ce modèle-là va nous aider à mieux comprendre et à élargir nos perspectives en matière de santé mentale au travail. Les employeurs vont souvent nous dire, quand on les rencontre, « Ouais, mais c'est des problèmes qui sont à l'extérieur du milieu de travail, je ne peux pas rien faire. » Si c'est un problème de conciliation travail-famille, l'employeur est pris avec. C'est souvent la résultante des charges de travail que l'employeur impose à son employé qui fait que la personne a de la difficulté à concilier son travail et sa vie familiale. Si c'est un problème de tension dans le couple, de relations difficiles, l'employé, quand il rentre au travail le matin, il ne ferme pas la porte de la maison et dit « c'est terminé, je n'ai plus de problème. Mes problèmes n'existent plus quand je rentre au travail. » Ce n'est pas vrai. Les problèmes continuent à s'exprimer même au cœur du milieu de travail et on peut suggérer aux employeurs de penser à commencer à développer des programmes d'aide aux employés, par exemple. Alors donc, à partir de ce que je viens de vous présenter, c'est primordial lorsqu'on fait des évaluations en santé mentale au travail, de tenir compte du travail, bien sûr, mais aussi de faire une évaluation des facteurs qui sont à l'extérieur du milieu de travail, la situation de la personne à l'extérieur de son travail et évidemment aussi de ses caractéristiques personnelles. Nos profs de méthodologie, quand j'étais au bac, à la maîtrise et tout ça, nous disaient c'est important la parcimonie, tenter de réduire avec le minimum de facteurs. Lorsqu'on parle de santé mentale au travail, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut reconnaître la complexité du problème. Comme je vous disais tantôt, ce n'est pas juste une question d'accident du travail, un doigt coupé sur une machine. Les facteurs qui peuvent influencer l'apparition de ces problèmes de santé mentale sont multifactoriels. Ils sont au travail, ils sont à l'extérieur du milieu de travail. Donc, ça rend le phénomène, l'étude du phénomène et l'intervention, bien sûr, sur le phénomène, beaucoup plus complexe. Alors donc, si on fait cette économie des facteurs hors travail et des facteurs individuels, on risque de tirer des conclusions erronées sur le rôle du travail. Plusieurs de nos études vont démontrer que le travail est très fortement médiatisé par la situation familiale de la personne, par exemple, par son réseau social. Il y a des facteurs du travail qu'on pense étant importants pour la santé mentale. Lorsqu'on tient compte de l'environnement plus large de la personne, l'effet de ces facteurs-là disparaissent. C'est important. Hein? Alors donc, on risque, si on se concentre seulement sur le travail, on risque d'arriver à des conclusions erronées sur les différents facteurs de risque en milieu de travail et donc de développer des interventions qui vont rater la cible. Et là-dessus, je vous remercie.